Donc ce webinaire, on va commencer par, un rappel, sur le plan bois énergie Bretagne, hein, très brièvement, en quoi cela consiste. Ensuite, on parlera des contrats chaleur renouvelables qui sont présents, en Bretagne et donc, avec un zoom important sur le nouveau contrat chaleur renouvelable porté par la région Bretagne qui vous sera présenté par Lucie. Ensuite, on fera bien évidemment un zoom, sur les aides, du fonds chaleur qui vont du coup désormais s'appliquer à tous les projets en Bretagne avec un zoom sur les évolutions 2025, les conditions d'éligibilité et les particularités bretonnes puisque nous en avons quelques-unes. Alors les aides plateformes d'approvisionnement, il est toujours dans le déroulé, mais on passera pas de temps là-dessus parce qu'il n'y a pas d'évolution. Et ensuite, on vous rappellera l'accompagnement technique qui existe sur la région bretonne, et les différents interlocuteurs. Et on aura donc un temps de questions-réponses, heu, pour échanger. Alors le plan bois énergie Bretagne. Donc, ce plan bois énergie, c'est une politique commune en faveur des projets de bois énergie, qui est donc, financée et pilotée par, la région Bretagne, l'ADEME et le département de l'Ille-et-Vilaine. Donc on a une animation régionale qui est portée par l'association Elle et Fibois Bretagne, l'interpro, du bois. Et donc nos messages sont relayés, en local par un certain nombre d'interlocuteurs, que sont notamment les animateurs CCR, les CEP, les CT2S et il y en a d'autres. Donc je ne vais pas m'étendre, davantage, mais juste pour citer les 4 axes, de ce plan bois énergie. L'accompagnement des territoires, dans une stratégie autour de l'arbre. On va faire des ateliers d'animation, des actions de sensibilisation envers différents publics. Le développement bien sûr des chaufferies bois, hem, donc l'accompagnement des projets et l'animation, du réseau des relais dont je vous ai parlé. On a également un axe sur le chauffage domestique, au bois qui va être, géré par Fibois et puis une structuration de l'offre en bois déchiqueté. Alors les contrats chaleur renouvelable. Donc vous avez la carte là des contrats chaleur renouvelable qui sont actifs, en Bretagne. Alors ceux qui sont en couleur, c'est ceux qui étaient déjà là, l'année dernière et puis vous en avez 2 nouveaux cette année, donc les CCR territoriaux, là je parle bien, donc Quimper, Bretagne occidentale et le Pays des Vallons de Vilaine au sud de Rennes. Donc ces contrats, chaleur renouvelable, donc c'est un contrat entre les territoires et l'ADEME sur des objectifs, ambitieux de développement de la chaleur renouvelable et donc ces territoires bénéficient d'une enveloppe, de fonds chaleur qu'ils ont en gestion déléguée et puis, de financement pour une animation locale. Et donc cette année, on a à partir de là, c'est actif à partir du 1er janvier 2025, le contrat chaleur renouvelable Bretagne qui vient compléter ces contrats, territoriaux et qui va, permettre, d'avoir accès, aux mêmes aides sur l'ensemble de la Bretagne et qui va donc couvrir notamment les territoires qui sont en gris. Donc Lucie va vous en parler et donc nous, l'association Elle, comme on le faisait jusqu'à présent, on reste en accompagnement technique sur, ces territoires gris en complément donc des animateurs CCR. Et donc je vais laisser la parole à Lucie pour vous présenter ce contrat chaleur renouvelable Bretagne, ses objectifs et son fonctionnement. Merci beaucoup Mylène. Alors bonjour à toutes et tous. Donc en effet, petit temps de présentation par rapport au contrat chaleur renouvelable Bretagne. Donc tout d'abord vous expliquer un petit peu dans quel contexte il s'inscrit. Donc les régions, suite à la loi 3DS de 2022, ont eu la possibilité de recevoir une délégation d'une partie du fonds chaleur de la part de l'ADEME. Et donc c'est un choix que la région Bretagne a fait. Et donc on a reçu une délégation d'environ 11 millions d'euros. Je peux passer à la slide suivante, Mylène, s'il te plaît. Et donc, pourquoi on s'est lancé dans ce CCRB? C'est parce que la région avait notamment plusieurs objectifs dans ce cadre. Donc, tout d'abord, renforcer l'action de la région en faveur de la décarbonation des entreprises, puisque la région est le chef de file sur le développement économique, la collectivité chef de file sur ce sujet. Donc, c'était aussi un souhait pour la région de pouvoir renforcer son action à destination des entreprises.
Également, vu que seulement une partie de la région était couverte par des CCRT, l'ensemble du territoire n'avait pas accès à ces dispositifs et on souhaitait via le CCRB que tous les territoires puissent donc bénéficier notamment de seuils plus bas pour que beaucoup plus de projets soient éligibles dans le cadre du développement de la chaleur renouvelable. Également, ce qu'on souhaitait, c'était pouvoir s'appuyer donc ce qu'on appelle sur nos dettes, donc les directions et espaces territorialisés. Il y en a 6 en Bretagne en tout. Ce sont des petites antennes de proximité de la région et ça nous permet d'agir au plus près sur le terrain. Donc, dans ce cadre-là, on va s'appuyer notamment sur nos chargés de développement économique et nos chargés de développement aménagement pour faire remonter les besoins du terrain et porter à leur connaissance l'ensemble des aides qui existent dans le cadre de la chaleur renouvelable et notamment donc cette délégation du fonds chaleur dont bénéficie la région. Et enfin, la région avait le souhait, tu as été un poil vite, mais c'est pas grave, de massifier le nombre de projets soutenus et le développement de la chaleur renouvelable. Donc, comme l'a dit Mylène, le CCRB est lancé depuis le 1er janvier 2025. L'ADEME nous a donc délégué une enveloppe de 10,8 millions d'euros pour 3 ans, donc jusqu'à fin 2027 dans l'immédiat. Ce contrat sera potentiellement renouvelable, on verra donc à l'issue de ces 3 ans. Et quand on contractualise avec l'ADEME, donc via une convention de mandat, un certain nombre d'objectifs sont inscrits dans cette convention qu'on est censé donc respecter. Et donc la région a contractualisé sur les 3 ans une production d'ENR de 15,4 gigawattheures. Donc ça concerne l'ensemble des ENR liés à la chaleur renouvelable. C'est pas uniquement les chaudières bois. Et donc concrètement, ça représente, selon les estimations qui ont été réalisées pour monter ce contrat, plus de 240 demandes d'aide, dont 105 projets d'investissement et le reste sont donc des études. La région a également fait le choix de surtout valoriser la chaleur sans flamme. Donc, ce qu'on appelle la chaleur sans flamme, c'est les projets autres que le bois, globalement, donc surtout la géothermie, l'eau solaire thermique ou la chaleur fatale, qui donc sont censés représenter 60% du nombre de projets soutenus par la région, et donc 25% du nombre de mégawattheures produits, parce que c'est aussi des plus petits projets, donc ça produira moins de mégawattheures. Mais il y avait une volonté de la région de pouvoir développer d'autres ENR que celles liées au bois. Et donc assez classiquement, hein, puisque le fonctionnement du CCRB est le même que pour les CCRT, donc les projets éligibles en études et investissements, ça va être les chaudières bois, le solaire thermique, la géothermie de surface, dont l'aquathermie, les réseaux de chaleur, donc la création de réseaux de chaleur et les extensions, sachant qu'il y a eu des petites évolutions concernant les extensions dont Mylène va reparler tout à l'heure. Et par contre, pour la partie récupération de chaleur fatale, on financera uniquement les études. Et vu qu'on s'inscrit dans le cadre d'une aide ADEME, ces projets devront donc respecter les conditions d'éligibilité et de financement de l'ADEME. Ce n'est pas la région qui fixe ces conditions. Et comme j'ai pu l'indiquer, ça permet de s'affranchir des seuils bas du fonds chaleur. Donc au niveau des cibles, donc nous, comme j'ai pu l'indiquer, prioritairement, ce sont les entreprises, notamment les petites entreprises, qui sont souvent moins facilement éligibles à des aides un peu plus conséquentes. Donc l'idée, c'est que même les TPE, PME puissent avoir accès à ces aides-là. Et également, c'était tous les acteurs présents sur les territoires non couverts par CCRT, donc que ce soit les collectivités, les associations ou les artisans. Également, avec la fin du fonds tourisme durable, il est prévu qu'on puisse soutenir massivement également les acteurs du tourisme et sans doute aussi la cible agricole avec la fin de tremplin également. Et au niveau des projets exclus de cette délégation, donc pareil, assez classiquement par rapport au CCRT, donc évidemment tous les projets situés dans un CCRT, et également en gros tout ce qui est un petit peu les gros projets qui font l'objet d'une instruction directe par l'ADEME à l'échelon national, donc notamment les projets dont l'aide ADEME est supérieure à 3 millions d'euros, ou ceux inscrits dans les appels à projets spécifiques, donc l'appel à projet BCAT, BCIB, et puis celui sur GIST, donc sur les grandes installations solaires thermiques. On a voulu faire un petit point aussi sur, en gros, ce qu'on appelait le pilotage, la gouvernance du CCRB. Donc, 2 ETP travaillent sur ce sujet-là, donc moi, Lucie Prodhomme, qui est donc coordinatrice du CCRB,
Et également, à la région, nous allons avoir une instructrice ou une gestionnaire en fonction des endroits, on n'appelle pas ça de la même façon, qui s'appelle Céline Miroir-Ferly et qui va plutôt s'occuper de l'instruction administrative et financière du contrat, donc c'est-à-dire en gros la rédaction des contrats d'aide et le suivi des paiements. Également, vu que c'est une délégation de l'ADEME, on va donc avoir un reporting conséquent à faire auprès de l'ADEME assez régulièrement et on interviendra aussi une fois par mois en COPIL, pardon, une fois par an en COPIL transition énergétique. Donc c'est une instance qui regroupe les élus de la région, des représentants de l'ADEME et de l'ADREAL. Et également, nous, côté région, on fera un suivi auprès de nos élus en commission permanente. Et donc peut-être un sujet qui vous intéresse un peu plus, donc le processus de la délégation, comment ça va se passer concrètement. Donc l'idée c'est que pour la plupart des projets, souvent au départ, ça sera une note d'opportunité sera demandée, sauf si le projet est déjà bien avancé, dans ce cas-là, ce sera peut-être pas forcément nécessaire. Mais du coup, on va détailler ça un petit peu plus loin. Mais l'idée c'est de s'appuyer sur les relais techniques pour qu'ils fassent cette note d'opportunité pour accompagner les porteurs de projets et puis pour vous aider aussi, vous, si vous en avez besoin. Derrière, ça permet donc aux porteurs de projet de faire sa demande d'aide, donc l'opérateur territorial étant la région dans ce cadre-là. Moi, je m'occupe de l'instruction des dossiers. Et ensuite, une fois qu'ils ont été instruits, qu'ils ont été considérés comme complets, ils passent en ce qu'on appelle les commissions d'attribution des aides de l'ADEME, qui décident si oui ou non le projet va bénéficier d'une aide. Et si la réponse est oui, derrière, l'ADEME redonne la main à la région pour qu'on établisse les contrats d'aide et qu'on puisse transmettre tout cela au maître d'ouvrage. Je vais passer à la suite. Merci. Donc, pour revenir sur ce point de manière un petit peu plus détaillée, donc l'idée, en tout cas, au départ, donc concernant la note d'opportunité et puis l'accompagnement des porteurs de projets, c'est que donc on s'appuie principalement sur les relais techniques, donc AILE et Atlanson, mais pas que, également donc, les ALEC, les CEP, aussi les relais sectoriels comme le GE élevage ou le BHPA. Et on peut aussi s'appuyer sur les relais de premier niveau, comme les CCI ou nous, côté région, les chargés de développement économique ou aménagement, qui ont pour vocation de sensibiliser et accompagner les porteurs de projets dans leur connaissance du fonds chaleur et donc leur indiquer que celui-ci existe et qu'ils peuvent se tourner soit vers les CCRT, soit vers la région pour bénéficier d'aide. Donc eux n'ont par contre pas vocation à faire des notes d'opportunité, c'est un sujet trop technique pour eux. Mais en tout cas, donc AIL et Atlanson peuvent en faire, mais également vous, les CEP, si vous vous sentiez capable de le faire sur ces sujets-là. Et une fois que ça c'est fait, donc une demande d'aide sera déposée soit pour l'instant par mail auprès de moi ou via le téléservice de la région que nous sommes en train de déployer. Donc ce sera une plateforme d'aide en ligne, de dépôt de demande d'aide en ligne. Et donc moi derrière, je m'occupe de réceptionner la demande d'aide et d'instruire cette demande. Et ensuite, ça reprend les étapes que j'ai citées précédemment. Juste pour Oui. apporter une précision, donc ce comité d'attribution des aides, donc qui est piloté par l'ADEME, si elle, pour les projets bois énergie, fait partie de ce comité d'attribution des aides. Voilà, je le reprécise parce que ce sera important après, quand on reparlera de l'accompagnement technique, de garder elle dans la boucle des projets pour faciliter ce moment de «reprise» entre guillemets de l'avis technique au moment de ce comité d'attribution des aides. Oui, puis du coup, peut-être pour préciser dans le prolongement de ce que Mylène vient de dire, c'est que c'est les relais techniques qui préparent donc ces comités d'attribution des aides. Et donc, en effet, c'est pour ça que c'est très important de les laisser dans la boucle, parce que ça leur permet de bien connaître les projets et donc de plus facilement, entre guillemets, défendre les dossiers ou en tout cas de les présenter pour que le comité, le comité puisse avoir une bonne vision de est-ce que le projet doit bénéficier d'une aide ou pas. Donc un petit point sur notamment qui est chargé de faire des notes d'opportunité. Bah, alors là, c'est plutôt au niveau, non, pardon, un petit point d'abord sur la sensibilisation de l'ensemble des acteurs du territoire. Donc moi, l'idée, c'est que je puisse essayer de toucher un petit peu toutes les cibles que j'ai pu vous évoquer au début. Donc que ce soit les entreprises, les associations, les collectivités, les agriculteurs ou la cible touristique, par exemple. Et nous, en interne, on a envie de pouvoir s'appuyer donc sur nos chargés de développement économie dans nos territoires, qui vont plutôt aller chercher les entreprises pour
pour les solliciter, soit pour se tourner vers le CCRB ou vers les CCRT. Pareil pour les chargés de développement aménagement qui sont plutôt amenés à solliciter les collectivités ou les associations, ou nos collègues de la direction du tourisme qui vont plutôt aller vers les cibles du secteur touristique. Donc voilà, donc le but c'est qu'en gros ils se prospectent des cibles potentiellement intéressées et après qu'ils les renvoient soit vers moi, soit vers les relais techniques qui ont déjà des questions très précises concernant leur projet. Et donc là justement au niveau des notes d'opportunité, donc comme je l'ai un peu indiqué au début, donc pour le bois, c'est vers elle qu'il faut se tourner pour faire une note d'opportunité, sauf si vous, pareil, côté CEP notamment, vous êtes en mesure de le faire. Pour la géothermie, c'est aussi elle qui sera le référent dans le cadre du CCRB. Dans le cadre du CCRB, et sur les CCRT, en général, c'est plutôt les animateurs CCRT qui s'en occupent. Et sur le solaire thermique, c'est Loïc d'Atlanson qui s'occupe en général de faire les notes d'opportunité, mais également aussi le GIE élevage pour les exploitations agricoles et l'UBHPA pour les campings. Alors, je vois une petite question. Est-ce qu'il y a un interlocuteur sur la chaleur fatale? Non, pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est peut-être Sébastien Huette de l'ADEME qui pourra répondre sur ce point tout à l'heure. Et donc, pour redétailler un petit peu le processus de demande d'aide et d'instruction, donc, comme je vous l'ai indiqué, pour l'instant, les documents de demande d'aide sont à m'envoyer par mail. Mais prochainement, donc en théorie d'ici la semaine prochaine, nous allons lancer un téléservice pour pouvoir faire la demande d'aide en ligne et donc ils seront directement à déposer sur ce téléservice. On pourra vous transmettre le lien, mais ce lien se retrouvera aussi sur la page Contrat chaleur renouvelable Bretagne de la région. Ce téléservice permettra notamment d'envoyer un mail automatique, donc un accusé de réception qui permet d'acter la demande d'aide et donc de permettre aux porteurs de projet derrière de signer soit des devis ou de lancer les travaux ensuite. Moi, je m'occuperai de faire une instruction ou une pré-instruction des dossiers. Donc en général, si j'ai besoin, je pourrais m'appuyer sur elle et Atlanson pour qu'on puisse avoir des échanges techniques si j'ai du mal à instruire certains éléments du dossier, sachant qu'en général, pour toute la partie vraiment accompagnement technique juste avant, c'est vers eux qu'il faut se tourner avant de déposer le dossier. Et donc après, moi, je m'occupe de déposer ces dossiers-là sur un espace partagé qu'on a avec l'ADEME et l'ensemble des animateurs CCRT pour préparer le passage des dossiers devant les CA, donc les comités d'attribution des aides. Et donc, pour reprendre certains éléments qu'on a peut-être cités, mais peut-être pas le premier, donc il n'y a plus de seuil concernant la prise en charge des études. Avant, il fallait minimum qu'elle fasse 10 000 € pour qu'il y ait une prise en charge par l'ADEME. Aujourd'hui, ça ne sera plus le cas dans le cadre du CCRB. Et donc, comme on l'a rappelé, ces opérations vont s'affranchir des seuils bas du fonds chaleur, notamment intéressant dans le cadre du solaire thermique et de la géothermie. Et donc, on interviendra sur les territoires non couverts par un CCRT. Et enfin, dernier point sur... Oui. Ah pardon, excuse-moi Lucie, juste pour préciser aussi sur la biomasse, sur les projets biomasse, on s'affranchit aussi du seuil des 60 MWh sortie chaudière. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que je disais que c'était particulièrement intéressant dans le cas du solaire thermique et de la géothermie, parce que souvent, c'est aussi des petits projets, donc ça permettra d'accompagner un plus grand nombre de projets. Et donc, par rapport la commission d'attribution des aides et au paiement, donc une fois que les dossiers sont passés en CAA, donc qui ont lieu mensuellement pour la géothermie et le solaire thermique, et pour le bois à peu près tous les 2 mois, on va dire. Donc l'ADEME derrière me transmettra le PV d'attribution des aides et donc c'est Céline, donc la gestionnaire de notre côté, qui rédigera donc les contrats d'aide pour la région et après fera le lien avec le porteur de projet pour qu'il puisse effectuer sa demande de paiement et notamment voir avec lui qu'il fournisse bien les justificatifs demandés avant que celle-ci puisse être donc versée par la région suite à un versement de l'aide donc de l'ADEME à la région. Alors, je vois qu'il y a des questions là sur le chat dans les seuils. Sachez que voilà, tous les éléments dont a parlé Lucie là sur les seuils, on va y revenir un petit peu après de manière homogène sur l'ensemble de la Bretagne. Donc justement, on va
on va passer sur ces conditions d'aide. Donc comme l'a expliqué voilà, Lucie, grâce au CCRB, on va avoir les mêmes conditions d'aide sur l'ensemble de la Bretagne. Et vous allez voir, on va y revenir parce que j'ai gardé un petit peu les éléments de l'année dernière pour que vous puissiez voir les évolutions. Donc on commence par les aides aux études et assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, là, de la même manière, Lucie, a pu, le dire, donc le plan Bois Énergie Bretagne et les aides donc, du fonds chaleur se destinent aux projets, donc sur le bois. Alors, juste pour précision, Lucie l'a dit, le CCRB et les CCRT en général, sont sur tous, les solutions de chaleur renouvelables. Aujourd'hui, on va parler que du bois, mais bien sûr, le CCRB est aussi, actif sur les autres, solutions, géothermie, et solaire thermique notamment. Et donc là, sur le bois, les projets donc de chaufferie bois, granulés ou bois déchiqueté pour les projets donc à usage collectif ou les besoins d'activités tertiaires, industrielles, agricoles ou artisanales. Et donc ce qui est exclu de ça, ce sont les projets de chaufferie à usage domestique. Alors avant, on avait effectivement ce seuil des 60, heu, 60 mégawattheures, mais en fait, on n'a plus, du coup, des 60 kW. Eliane. On n'a plus ce seuil. Du coup, c'était déjà le cas, sur, les CCRT. Maintenant, du coup, comme tout est en enveloppe de gestion déléguée, on n'a plus ces seuils, du fonds chaleur. On va y revenir après. Et donc pour les aides, donc on a toujours cette particularité en Bretagne d'avoir sur le département 35, donc de l'Ille-et-Vilaine, une aide du département pour, les études et les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage à destination des collectivités du département et des établissements médico-sociaux à but non lucratif. Donc le montant de l'aide est de 70 comme, pour les autres cas puisque, l'aide du fonds chaleur est repassée à 70 elle avait été augmentée à 80. Donc 70 c'est le montant de prise en charge le plus haut, qui peut être de 60 ou de 50 selon la taille de l'entreprise. Donc donc sur les autres départements et pour toutes les typologies de structures, on va avoir cette aide-là qui est donc déléguée aux structures porteuses des CCR, soit les CCRT, soit le CCRB, sur les zones, qui ne sont pas couvertes par un CCRT. Donc 50 à 70 de l'aide. On n'a plus du coup ce montant minimum, d'opération qui était avant de 10 000 €. Donc c'était déjà le cas, hein. C'était déjà le cas sur les CCRT. C'est pas une évolution du fonds chaleur, ça c'est juste l'effet, du CCRB. C'était déjà le cas sur les CCRT, maintenant ça va être le cas sur l'ensemble de la Bretagne. Et on a donc des plafonds, je les ai remis, mais ils sont, très hauts et donc rarement, atteints. Donc les les conditions d'éligibilité, n'ont pas changé, pour ces études avec, donc toujours la qualification du bureau d'études, le respect d'un cahier des charges avec différents éléments que je ne vais pas détailler, puisqu'il y a un cahier des charges, type qui peut vous être fourni, le respect de la démarche Énerchoix, donc on va y revenir et bien sûr l'envoi de la demande d'aide avant engagement, c'est-à-dire signature d'un devis ou notification de l'attribution d'un marché, dans le cadre des collectivités. Donc la démarche Énerchoix, justement, pour ceux qui ne la connaissent pas, on commence à en avoir parlé, pas mal l'année dernière. Donc, le principe, d'Énerchoix, c'est, donc dans un premier temps de réduire les consommations énergétiques avant d'envisager, tout projet, de chaleur renouvelable, donc sobriété énergétique, efficacité énergétique. Ensuite, l'objectif, c'est de mutualiser les besoins et les moyens de production, et de distribution de chaleur. Donc, l'idée, ça va être de se raccorder à un réseau qui serait déjà existant ou d'en créer un nouveau. Et si on en crée un nouveau, l'objectif, c'est bien de se décentrer de ses propres besoins et d'aller chercher, des besoins voisins, pour mutualiser ces installations. Et ensuite, quand on va choisir, la solution de chaleur renouvelable, on va bien d'abord s'intéresser aux solutions, de chaleur, de récupération de chaleur fatale qui seraient présentes sur le territoire. Ensuite, si ça, c'est pas possible, on va prioriser les énergies non délocalisables, la géothermie, le solaire thermique. Et enfin, si la géothermie et le solaire thermique ne peuvent pas répondre aux besoins, du projet, on va aller sur la biomasse. Donc ce qui va être
ce qui était déjà petit à petit exigé l'année dernière et ce qui va être renforcé cette année, c'est donc de bien respecter cet arbre de décision. Et donc, pour envisager un projet de chaufferie bois, d'abord, on va vérifier toutes ces étapes et on va vraiment demander à démontrer que cela a bien été vérifié, que ça soit pour les aides à l'investissement et donc les études vont devoir tenir compte de ça et notamment, voilà, dans les cahiers des charges des études, on va devoir, s'attacher à vérifier cela, donc il faudra bien penser à l'intégrer dans les cahiers des charges et donc ça se matérialise, par cette nouveauté sur les projets de réseau de chaleur avec, supérieur à 1 200 mégawattheures d'énergie vendue. Hem, C'est-à-dire que là, on va vraiment exiger d'avoir un scénario alternatif à la biomasse d'étudier pendant l'étude, de faisabilité. Donc l'ADEME a fait un livrable, hein, étude de réseaux alternatifs. Donc voilà, c'est assez précis, c'est en ligne, vous pourrez, aller voir sur le lien qui est là dans ce diaporama et donc ce scénario qui doit être étudié, et justifié, à l'issue de l'étude de faisabilité, il va être nécessaire et réutilisé au moment de la demande d'aide à l'investissement, pour, démontrer l'absence d'alternative si on va sur de la biomasse. Donc là, c'est matérialisé vraiment sur ce projet de réseau de chaleur, mais la démarche est la même au final pour tous les autres, projets et on va aller progressivement, là-dessus également sur les autres projets. Et donc on l'a dit tout à l'heure, dans le cadre d'une étude de faisabilité, pensez bien, là on s'adresse particulièrement au bureau d'études, à associer, le relais L ou l'animateur CCR puisque derrière on va donc émettre un avis technique et donc s'il y a des recommandations à faire, autant que ça soit fait en amont et pas, au dernier, moment. Et puis on est aussi là pour, accompagner, heu, voilà, consolider les hypothèses, notamment, voilà, les niveaux d'aide, les conditions des aides, elles évoluent rapidement, donc faut pas hésiter à revenir vers nous et puis les fournisseurs, on a une connaissance du marché du bois local et comme la notion des plans d'approvisionnement, va aussi se renforcer dans les projets, il ne faut pas hésiter non plus à revenir vers nous pour faire valider ces hypothèses-là. Donc voilà pour, la première partie sur les études et les missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Sur les aides à l'investissement maintenant. Alors, pour ceux qui avaient participé l'année dernière et qui étaient connaisseurs, du guide qu'on a, réalisé l'année dernière, vous étiez, familiers de ce schéma, avec, on ne va pas dire complexe, mais qui avait pas mal de flèches. Donc il est très simplifié, cette année, puisque donc on a la fin du fonds chaleur tremplin, et du fonds tourisme durable. Donc maintenant voilà, toutes les typologies de projets, quelle que soit la structure et le type de projet, vont être aidés, de la même manière. Et puis donc on a, une harmonisation des conditions d'aide. On n'a plus l'aide région Bretagne et l'aide fonds chaleur, puisqu'on va être sur les conditions du fonds chaleur sur toute la Bretagne. On n'a plus cette distinction entre, les projets qui étaient supérieurs à 1 200 mégawattheures par an et qui pouvaient de toute façon être, aidés par le fonds chaleur et les plus petits projets qui, hors CCRT, étaient aidés, par les modalités d'aide de la région Bretagne. Et donc, on l'a dit, on n'a plus ce seuil des 60 mégawattheures par an, puisque là aussi, c'est pas une nouveauté du fonds chaleur, mais c'était déjà le cas sur, les CCRT, dès qu'il y a une enveloppe de gestion déléguée, du fonds chaleur. Et donc là, avec le CCRB, ça va être le cas sur toute la Bretagne. Et donc on obtient, cet arbre-là qui est donc très simplifié et en fait là, l'interrogation ça va pas être quel est le montant d'aide, mais plutôt, à qui je dois adresser ma demande et par qui je peux me faire accompagner. Donc voilà, c'est très simple, si le projet est situé sur un territoire CCRT, on va avoir les aides donc du fonds chaleur et avec une gestion déléguée aux structures porteuses qui vont aussi, accompagner, les demandes d'aide et de l'autre côté, on a la gestion déléguée à la région Bretagne dans le cadre du CCRB que vous a présenté Lucie, pour tout donc pour tous les secteurs d'activité. Et donc les montants d'aide sont les mêmes du coup pour CCRT, CCRB, ceux donc du fonds chaleur. Donc on commence par,
ceux de la production de chaleur, donc les aides à la production pour les installations donc, de chauffe et bois. Donc on a une évolution des forfaits d'aide sur les forfaits destinés aux projets des collectivités et du secteur tertiaire. Ceux des projets secteur industriel et agricole ne sont pas modifiés parce qu'ils étaient déjà plus bas. Pour les autres, on a une baisse moyenne d'environ 10% sur la totalité des projets. La première tranche 0 à 600 MWh par an n'est pas modifiée, le forfait reste à 420. Et pour les autres, vous voyez l'évolution des forfaits. Donc les nouveaux forfaits à prendre en compte sont ceux surlignés en jaune. Pour les projets supérieurs à 12 gigawattheures par an, on a toujours des conditions particulières. Il y a aussi une baisse importante sur de l'ordre de 40% sur ces projets-là. Alors là, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça, c'est plutôt complexe et ça concerne peu de projets. Mais voilà, juste pour vous dire qu'il y a une notion de projets exemplaires qui sont exempts de ces baisses de forfait. Et donc voilà, qu'est-ce qu'un projet exemplaire? Je vous incite, si ça vous concerne, à aller voir les CEF de l'ADEME. Donc voilà, donc on est toujours en tout cas sur ce système de forfait. Donc comme l'a dit Lucie, on est bien sur des forfaits selon la production d'énergie et pas selon l'investissement. Et donc les plafonds d'aide, on est donc sur des plafonds de 45 à 65% des dépenses éligibles. Donc 45 à 65%, vous connaissez, c'est selon la taille de l'entreprise. Donc 65%, ça va être pour les activités non économiques et les petites entreprises. Donc là, on parle bien des plafonds d'aide du fonds chaleur. Pour les collectivités, il y a bien sûr la possibilité de cumuler les aides publiques jusqu'à 80% dans le cadre du RGEC. Et donc, on a toujours là, pas de modification, les appels à projets qui sont là gérés directement par l'ADEME pour les industries du bois et les industries avec des projets supérieurs à 12 gigawattheures par an avec l'appel à projet BCIAT. Donc juste pour les projets granulés, donc là, il n'y a pas d'évolution, mais pour vous dire que ça reste actif sur toute la Bretagne. Donc c'est une particularité bretonne. Donc les projets de chaufferie granulée sont plafonnés à 240 MWh par an. Alors ça ne veut pas dire qu'un projet qui dépasserait ce seuil ne serait pas aidé, mais bien que l'aide serait plafonnée au seul premier 240 MWh. L'objectif est bien d'inciter à aller vers le bois déchiqueté pour les projets les plus importants, puisqu'on estime que c'est plus pertinent à partir de ce seuil-là. Le bonus du département de l'Ille-et-Vilaine qui n'est pas modifié. Alors j'en profite, j'ai vu une question sur les autres départements. Donc il n'y a bien plus que le département de l'Ille-et-Vilaine qui participe au plan Bois Énergie Bretagne. Historiquement, il y avait tous les départements, puis il y a eu des départements qui sont partis. Bien sûr, vous connaissez la situation budgétaire des départements et les priorités qui ont évolué. Donc voilà, aujourd'hui, on a encore le département de l'Ille-et-Vilaine qui participe donc aux études et qui propose ce bonus donc pour les projets qui desservent le médico-social à but non lucratif sur le département 35 avec donc un bonus de plus 100 € du mégawattheure. Pour le cumul des C2E, j'ai vu la question, on va y revenir juste après. Le montant des aides sur les réseaux de chaleur, alors là, on n'a pas d'évolution. Le forfait d'aide qui est donc dépendant du diamètre du réseau, voilà, ne bouge pas. Pour les projets, donc on est bien là sur les projets de réseau de chaleur inférieurs à 12 gigawattheures par an. Pour les autres réseaux de chaleur, il y a des évolutions, mais là encore, on n'est pas rentré dans le détail puisque ça concerne peu de projets. Le plafond est le suivant. Pour les réseaux techniques, on est dans le même cadre que la chaufferie, 45 à 65% des dépenses éligibles totales. Pour les réseaux de chaleur avec vente, on a une petite différence, c'est-à-dire qu'on est à 30 à 50% de base, plus 15% si le réseau est entièrement couvert par de l'énergie renouvelable ou de récupération. Et donc, on atteint les mêmes taux de plafond que le réseau technique. Pour les réseaux avec vente, on a aussi la possibilité
si il y a un dépassement de ces plafonds, de vérifier et de fonctionner avec le calcul du déficit de financement et dans ces cas-là, on peut aller, dans certains cas jusqu'à 100 du déficit, de financement. Et une évolution en revanche sur les extensions de réseau, une évolution importante puisque désormais pour bénéficier d'une aide à l'extension du réseau, l'extension doit engendrer une augmentation de 20 minimum de l'énergie vendue, sauf s'il y a verdissement du réseau, c'est-à-dire si l'extension permet de diminuer la part d'énergie fossile qui peut être dans certains réseaux. Mais sinon, on est bien sur ce seuil minimum-là. Alors, c'est une décision nationale qui a été, voilà, il y a eu beaucoup de réactions, comme vous pouvez vous en douter, sur cette nouvelle règle, puisqu'on estime que ça va impacter beaucoup de projets. Donc nous, on vous incite à ne pas, on va dire, fermer les projets, qui seraient, impactés par ça, bien nous faire remonter les projets qui seraient bloqués, notamment ceux qui avaient, voilà, ceux qui étaient bien démarrés. Hem, N'hésitez pas à nous les faire remonter, déjà parce que, nous, ça nous enfin, alors quand je dis nous, c'est le plan Bois Énergie Bretagne, donc j'inclus bien sûr, l'ADEME, régionale. C'est des éléments qui sont importants, pour, bah, voilà, faire remonter au national et éventuellement peut-être modifier les choses l'année prochaine. C'est une hypothèse, hein, on n'en sait rien, mais voilà, il faut bien nous faire remonter ces projets-là et évidemment aussi, le fait de nous faire remonter les choses, on peut étudier, voir s'il y aurait des solutions possibles pour quand même faire sortir, ces projets-là. Donc voilà, faites-nous remonter les projets qui seraient bloqués par cette évolution. Et donc le cumul des C2E, donc on a toujours, le cumul qui est possible avec les C2E raccordement à un réseau de chaleur juridique. Donc ça, c'était déjà le cas. Donc les projets qui ont un réseau de chaleur avec vente bénéficiaient, donc des C2E raccordement qui étaient déjà cumulables. Donc ça ne change pas. Ce qui est nouveau, c'est qu'on va pouvoir avoir un cumul avec les C2E, sur les C2E chaudières dédiées. Donc ça, c'était pas le cas avant. Pour les aides ADEME, c'était cumulable sur les aides région, mais donc là, on va bien garder ça sur l'ensemble, du territoire et donc par contre, point de vigilance, c'est intégré dans la limite du plafonnement, des 45 à 65. Donc le plafond dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faudra bien intégrer, donc et se faire une première estimation, de ces C2E et les intégrer, dans ce plafonnement-là. Donc en fait, c'est l'aide ADEME qui sera réduite si jamais on atteint le plafond. Bon, il y a des projets qui n'atteignent pas les plafonds, donc c'est bien, du bonus. La particularité, donc cette nouvelle règle, en fait, elle a été, heu, créée pour pallier la baisse des forfaits. Hem, Par contre, on est tous, bien d'accord que les la fiche C2E sur les chaudières dédiées, n'est pas adaptée, pour les projets donc de réseau de chaleur. Donc sur un réseau de chaleur juridique, on a toujours bien que la fiche C2E raccordement, on ne peut pas valoriser, la production. Donc ça, pour l'instant, c'est toujours le cas. Donc il y a pas de bonus, pour ces projets-là. Par contre, il y a des discussions avec la T2E qui sont en cours pour adapter cette fiche, C2E, pour qu'elle soit accessible aussi, au réseau de chaleur. On passe aux conditions d'éligibilité. Alors je regarde, il y a une question. Ne sont pas intégrés non, donc les C2E raccordements à un réseau de chaleur, ils étaient déjà cumulables, ils ne sont pas à intégrer dans les plafonds. C'est bien, au-dessus. Par contre, on est d'accord que s'il y avait une évolution, de la fiche, chaudière, donc à la production pour les réseaux de chaleur, là par contre on intégrerait bien dans le plafond. Mais là actuellement, on est bien sur ce cas-là. Le plafond, c'est pour les C2E chaudières dédiées et par contre, les C2E raccordement réseau de chaleur, c'est toujours en bonus. Donc les conditions d'éligibilité. Donc vous êtes familier du fonctionnement. Là encore plus puisqu'on est tous, maintenant toute la région sur les aides du fonds chaleur. Donc il y a les conditions du fonds chaleur et quelques conditions spécifiques à la région Bretagne et donc la totalité ensemble, fait les conditions d'éligibilité du plan Bois Énergie Bretagne qui sont donc pour tous les projets.
Donc on a 5 groupes un petit peu de conditions d'éligibilité, la démarche Énerchoix dont je vous ai parlé, les critères techniques qui ne sont pas voilà, il n'y a pas de changement là-dessus, donc toujours la densité, minimale de réseau de chaleur à 1,5 mégawattheure du mètre linéaire, sachant qu'on peut avoir, des échanges et des exceptions entre 1 et 1,5. Voilà, dans certains cas techniques, cela peut fonctionner. La durée annuelle de fonctionnement à 1 500 heures et des particularités sur le convoyage, voilà, maximum, 30 degrés quand il y a une inclinaison avec des vis, pour éviter, certains dysfonctionnements que vous connaissez sûrement. Donc je ne l'ai pas dit, mais ce qui est en gras coloré, c'est les particularités, bretonnes. Bon, les performances environnementales, on va y revenir. La gestion durable de la ressource, quelques évolutions, puisqu'on il y a une suppression, du taux minimum qui existait sur les plaquettes forestières et assimilées, donc il n'y a plus de minimum à mobiliser dans le plan d'approvisionnement. Par contre, il y a un maximum, sur les produits bois connexes et bois déchets, puisque, voilà, il y a une tension importante, sur cette ressource-là. Donc là, j'ai plus le taux en tête. Est-ce que je l'avais noté quelque part? Heu, non, je ne l'ai pas noté, mais on le reprécisera. C'est à peu près du même ordre. Je ne sais pas si quelqu'un l'a en tête. Antonin, peut-être? Donc sinon, on a toujours, nos taux de certification. Donc celui sur les plaquettes forestières concerne, l tous les projets à l'échelle nationale et on a, en Bretagne, étendu cette condition de taux de certification également aux plaquettes bocagères avec le label A. Alors là, j'ai pas mis à jour, mais pour information, pour les projets granulés, supérieurs, à, j'ai un doute, enfin les projets granulés importants, il y a un seuil, c'est passé à 30. Je le repréciserai dans le diaporama. Donc on va faire quelques zooms. Alors sur Énerchoix, donc on a déjà parlé là, ce livrable à scénario alternatif sur, la création du réseau de chaleur, donc je ne vais pas revenir dessus, j'en ai parlé. Et une nouveauté qui concerne des plafonds de consommation énergétique. Alors c'est à titre indicatif pour 2025, mais à partir de 2026, ces plafonds serviront au plafonnement des aides, dont l'objectif est bien d'inciter à réaliser le premier étage d'Énerchoix sur, la sobriété et la rénovation énergétique. Donc là, ce sont donc des plafonds qui ont été définis, comme étant raisonnables, selon les typologies, de bâtiments. Donc ça, là, c'est les plafonds, nationaux, mais sachez qu'ils vont être, modulés par région pour tenir compte des différences, climatiques entre régions. Et sachez aussi, alors je ne l'ai pas mis dans cette présentation, mais ça c'est présent dans les guides, qu'en Bretagne, on a le même fonctionnement pour les bâtiments d'élevage depuis déjà plusieurs années, avec pareil des plafonds de consommation pour les bâtiments d'élevage, qui sont utilisés donc pour les projets agricoles, et qui sont donc là bien, déjà actifs, sur 2025 et qui servent déjà au plafonnement des aides. Ensuite, on a quelques évolutions sur les valeurs limites d'émission. Alors ça, c'est le cas général, donc ça, c'est des choses qui n'évoluent pas, que vous connaissez déjà. C'était déjà les règles, de l'année dernière. Donc pour les chaufferies supérieures à 1 mégawatt, on est sur, le régime CPE. Ensuite, entre 500 kilowatts et 1 méga, vous avez ces valeurs limites d'émission. Donc c'est le matériel qui doit permettre de respecter ces valeurs-là et sachant que le paiement de l'aide est conditionné à une analyse sur site pour vérifier, que ça est bien respecté. Et jusque-là, pour les chaufferies inférieures à 500 kilowatts, on a, juste une conformité au règlement, européen. Mais sur ces chaufferies-là, les plus petites, donc inférieures à 500 kilowatts, on va avoir des évolutions. Donc si vous vous rappelez, je vous ai remis les recommandations de l'année dernière qui devaient s'étendre et être obligatoires à partir de 2025. Donc je vous les ai remis pour comparer parce que, c'est important de montrer que, voilà, il y a eu beaucoup de remontées l'année dernière et c'est bien des remontées qui sont prises en compte, que ce soit, des conseillers ou, des professionnels de la filière. Donc l'année dernière, on parlait de ça, donc
des projets hors granulés à partir de 150 kW qui devaient intégrer à minima un filtre cyclonique. Donc, il n'y a toujours pas d'obligation pour 2025. La recommandation est étendue mais modifiée après échange avec le CFCB, donc le syndicat français des chaudieristes biomasse, avec l'ADEME donc. Donc, la recommandation 2025 est donc cette fois une obligation 2026. Donc, on est toujours sur ce seuil à partir de 150 kW et jusqu'à 500 kW. Là, par contre, on étend bien au granulé pour ne pas faire de différence entre les technologies et inciter, voilà, ça risquait d'inciter encore davantage sur le granulé pour des projets qu'on juge trop puissants pour le granulé. Donc, qu'est-ce qui est recommandé cette année et obligatoire à partir de l'année prochaine? Soit il y a un test laboratoire qui est réalisé par le fournisseur de l'équipement et qui atteste d'une émission de seuil. Là, on est à 25 mg. Donc ça, c'est un seuil qui est plus bas que la réglementation sur site. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que les performances sur site sont toujours moins bonnes qu'en laboratoire, qui sont dans des conditions contrôlées. Donc voilà, soit première possibilité, on a ce test en laboratoire sur seuil réduit. Si on n'a pas ça, parce qu'on a choisi un équipement où le fournisseur ne l'a pas fait, on peut avoir toujours un test sur site, là donc sur les performances réelles, entre guillemets. Et si on n'a pas cette possibilité-là, soit parce qu'on a choisi un équipement qui ne le permet pas, soit parce qu'on ne veut pas faire, on ne veut pas être conditionné à cet essai, eh bien, la possibilité donc de mettre des filtres. Donc là, il faut bien un filtre à manche ou un électrofiltre ou un filtre céramique. Toujours cette exclusion des électrofiltres intégrés à la chaudière. Et donc là, le filtre seulement cyclonique ne permettra pas de cocher cette case, puisqu'il est surtout performant en fait sur les plus grosses particules. Alors celles qui nous intéressent sont bien les particules fines qui sont nocives pour la santé. Voilà pour ces systèmes de filtration. Pour les hauteurs de cheminée, alors c'est les mêmes recommandations que l'année dernière. On n'a pas d'obligation pour cette année, c'est toujours recommandé et on a un rehaussement du seuil. C'était censé être pour les chaufferies à partir de 500 kW, c'est pour les chaufferies à partir de 1 MW, sauf en zone couverte par un PPA. Donc il me semble que seule Rennes Métropole est concernée. Je vous ai remis ce qu'on avait fait l'année dernière pour expliquer comment définir la hauteur de cheminée. Donc voilà, ça n'a pas été modifié. Et donc juste pour rappel, pour déterminer la hauteur de cheminée, cela dépend de la puissance utile du générateur et de la distance de l'obstacle le plus proche et de la hauteur de cet obstacle. Voilà. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Ces graphiques seront toujours dans le guide. Voilà pour les conditions d'éligibilité. Un zoom sur l'accompagnement technique. Donc, comme on vous l'a dit, l'accompagnement technique sur la Bretagne, il est réalisé par les animateurs des contrats chaleur renouvelables territoriaux. Donc là, vous avez les contacts en petit, mais dans le guide, vous aurez tous les contacts de manière exhaustive, notamment avec les nouveaux territoires CCR. Et donc sur la partie grise, donc le contrat chaleur renouvelable Bretagne, elle reste en accompagnement technique des projets. Donc les relais, elles, ne changent pas, ce sont toujours ceux-là. Donc Antonin Flo sur les projets des collectivités tertiaires 29, 22, 56. Marc Letrice sur le 35. Jacques Bernard sur les projets agricoles et Antoine Quévreux sur les projets donc des entreprises, industrie, artisanat, tertiaire. Et donc, voilà, cet accompagnement qu'on fait, il est bien sûr dès l'émergence du projet avec les études d'opportunité et tout le long du projet, jusqu'à l'exploitation à l'installation, puisque pour rappel, elle propose des accompagnements, des bilans de fonctionnement et des formations à la conduite de chaufferie. Donc, à qui s'adresser pour être guidé dans la demande d'aide?
Eh bien, vous l'aviez compris, les animateurs CCR et les relais L. Et bien sûr, voilà, selon si la question est plutôt technique sur les conditions d'éligibilité, par exemple, on va aller vers les relais L. Si la question est plutôt sur la gestion du financement, le paiement de l'aide ou les modalités de dépôt du dossier, Lucie est bien sûr également disponible. Et donc, vous avez le calendrier des comités d'attribution dont parlait Lucie tout à l'heure, donc les comités d'attribution des aides pour le bois donc. Donc, vous avez 1, 2, 3, 5 comités cette année et on a déjà programmé celui pour 2026. Et donc, vous avez 2 dates, attention. Donc, tout à droite, c'est bien la date de clôture de dépôt de la demande d'aide du porteur de projet. Donc là, ça concerne le portail des aides de la région. Et ensuite, là, c'est pour les animateurs CCR. Ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes sur un contrat, sur un territoire CCRT, il faut bien échanger avec votre animateur pour connaître son calendrier. Parce que ça, c'est sa date de dépôt à lui. Donc, il va falloir déposer le dossier avant pour qu'il ait le temps de l'instruire. Et voilà, j'ai terminé pour cette présentation. Donc, mon contact à Lucie et à moi-même. Et puis, on va pouvoir ouvrir les questions-réponses. Alors, je crois qu'il y a déjà eu pas mal de questions tout le long du webinaire et que il y a eu pas mal de réponses de Sébastien notamment et d'Aurélie. Alors, il y a un écho. C'est peut-être Marc qui vient de se connecter pour participer au temps d'échange. Alors, je remonte le fil des questions. Tac, tac, tac. Donc, ça, on a répondu. Ça, on a répondu. Donc, les seuils, je pense qu'on y a répondu également. Pour les études, alors, pour les études de réseaux alternatifs, il s'agit seulement des réseaux de chaleur juridiques ou aussi des réseaux de chaleur techniques? Alors, je ne sais pas si Sébastien y a répondu, mais je pense que voilà, ça s'adresse bien au RCU avec vente. Néanmoins, donc je vais lire la réponse de Sébastien. Ouais. Donc, le côté formel du scénario, à moins que tu veuilles répondre, Ouais, Sébastien, si je peux me peut-être? permettre, ouais. Oui, Alors, vas-y. ce livrable-là, en fait, c'est une réponse pour essayer de formaliser ce qu'est Énerchoix, en gros, prioritairement pour les gros réseaux de chaleur. Donc, forcément, ça paraît très lourd par rapport à vos projets et c'est pas forcément une exigence qu'on va avoir pour des petits réseaux de chaleur, même très ruraux. Pour ces réseaux de chaleur-là, finalement, c'est la démarche ENR Choix. Ce qui sous-tend ça derrière, c'est toujours le ENR Choix. Donc, on va aussi juger un petit peu de la difficulté, ou en tout cas de la lourdeur de ce qu'on impose. Le scénario alternatif, il est vraiment plutôt pour des projets à minima au-dessus de 1200 MWh et je dirais même peut-être même plus gros, quoi. Mais Donc, c'était bien pour encadrer les choses et préciser. Donc, après, ce scénario alternatif, voilà, il peut aussi inspirer et voir ce qu'on peut demander dans les cahiers des charges pour d'autres études, je suppose. Donc, on est bon là-dessus. Le cumul des C2E, donc on a répondu à ça. Donc, je rappelle, donc les C2E raccordements au réseau de chaleur ne sont donc bien pas intégrés dans les plafonds. Le cumul fonds chaleur plus les C2E pour la partie raccordement peut-il être supérieur à 100 du coût du projet? Question du plafond. Alors, est-ce qu'on peut être supérieur à 100 du coût du projet? Je ne sais pas si Aurélie a répondu. Aurélie, est-ce que tu veux répondre du coup à cette question-là? Je ne sais pas si tu as répondu en direct. Donc la question, c'est est-ce que l'aide fonds chaleur plus le C2E raccordement de réseau, puisqu'il n'y a pas d'intégration de plafond sur ces C2E-là, est-ce qu'on peut dépasser 100 du coût du projet? Je ne sais pas si on a déjà eu le cas. En tout cas, il n'y a pas de plafond donc pour ces sujets-là. Je ne sais pas, Sébastien, si tu as une du réponse coup, là-dessus. alors, le cumul fond chaleur C2E, c'est quand même un sujet un peu nouveau
cette année, si ce n'est que les C2E, raccordement de réseau étaient éligibles jusqu'à présent, mais les C2E ne sont pas une aide publique, donc dans la logique, des, dans la logique qu'on avait jusqu'à présent, on ne regardait pas forcément ce cumul. Donc oui, potentiellement, on aurait pu aller au-dessus de 100. Dans les faits, pour des petits projets en forfait, en tout cas, c'était envisageable. Pour des projets plus gros où on se pose la question, les aides ADEME, c'est des aides plafonds, c'est pas des aides automatiques. Donc forcément, on peut être amené à revoir le côté, du coup, incitativité de l'aide. Si une aide est supérieure à 100, c'est peut-être pas nécessaire. Mais du coup, moi, je préfère rester prudent. On a quand même un flou là-dessus. On va apprendre aussi avec vous. D'une manière générale, il faut avoir en tête que, on veut éviter les effets d'aubaine, l'argent public est rare. On a des portefeuilles de projets, fonds chaleur qui dépassent, la disponibilité pour l'instant. Donc, on fait des choix et pour les gros projets en tout cas. Et que du coup, on sera peut-être amené à ne pas aller à des aides publiques, enfin, à un cumul C2E aides publiques qui aille au-delà de 100 quoi. Et même probablement. Merci Sébastien pour cette réponse. Alors ensuite, les questions sont plutôt sur la démarche Énerchoix. Donc Aurélie a apporté des éléments de réponse. Donc bon, on a parlé voilà, de cas très précis sur des gros projets où il y a des choses assez formalisées. Pour les plus petits projets, comment ça se met en place? Donc on est bien d'accord que l'objectif, c'est de ne pas rajouter des études. Donc on a commencé, nous animateurs régionaux, à se former et les animateurs CCRT, se sont aussi beaucoup formés, l'année dernière. Il y a eu beaucoup de choses sur la géothermie notamment. L'objectif, c'est bien qu'on soit en mesure très rapidement, dans le dans le à l'émergence du projet, par des critères assez simples, d'éliminer, hem, les solutions, des solutions de chaleur qui seraient pas possibles, de manière assez rapide et assez simple selon des critères. Donc là, l'objectif, c'est bien de pouvoir aller très rapidement, vers la meilleure solution de chaleur et de pouvoir faire l'étude, poussée que sur celle-ci pour ne pas avoir, des études de faisabilité sur toutes les solutions de chaleur renouvelables ce serait vraiment très lourd. Donc à part cas, complexes, et particuliers, les animateurs régionaux et les CCRT vont être en mesure, heu, d'aiguiller cette démarche Énerchoix et de faire les vérifications. Hem, donc voilà. L'idée, elle est voilà, Aurélie le disait, l'objectif n'est bien pas de multiplier les études de faisabilité à réaliser. Sur les Je plafonds rajouterais juste un petit mot, oui, vas-y Mylène, si tu Antonin, permets. je t'en prie. Juste, en fait, je crois que le réflexe à avoir, c'est dès que vous avez un projet de chaleur renouvelable, n'hésitez surtout pas à nous faire remonter l'information, à nous consulter. Même dans le cadre de la démarche Énerchoix, on a des outils qui ont été développés là, par d'autres territoires qui nous permettent justement d'avoir un premier arbre de décision pour voir quel, quel choix serait le plus judicieux et quelle énergie il faut étudier dans le cadre de votre projet. Donc voilà, c'était juste une petite précision. Et j'ai mis aussi dans le chat que au sein de elle, on est en train de travailler sur une trame pour une étude d'opportunité multi-énergie. Dans le cadre de notre mission d'animateur sur la filière bois, ce sera plus du coup une trame où ce sera le bois qui sera, qui sera choisi, c'est-à-dire on aura une première analyse très rapidement qui écartera les autres énergies et on développera le bois, mais après on pourra peut-être imaginer travailler avec les autres animateurs des filières, de la filière géothermie et solaire thermique. Merci Antonin pour la précision. Ensuite, on avait une question sur les plafonds, notamment un étonnement sur le fait que la santé ait un ratio, plus faible. Donc Aurélie y a répondu. Donc là, c'est bien des ratios qui ont été définis, au niveau national, basés sur des consommations de bâtiments. Donc voilà, Aurélie, va creuser de son côté. Les Alors, il y a quelqu'un qui a réouvert son micro. Donc les C2E, coup de pouce sont bien cumulables, hein, donc le coup de pouce, au C2E
est bien cumulable. Alors attention, hein, sur les 2 coups de pouce, on arrive en fin de période. Donc nous, par exemple, sur les études d'opportunité, on arrête de les prendre en compte. Est-ce que tout le monde peut couper ses micros, s'il vous plaît? OK là-dessus. Alors, les filtres. Alors, concernant les filtres électrostatiques internes, pourquoi sont-ils exclus sur la gamme de puissance 150 à 500 kW? À l'heure actuelle, tous les fabricants n'ont pas la possibilité d'avoir les électrofiltres externes. Sur la même gamme de puissance, les filtres cycloniques sont-ils obligatoires? Donc, sur les filtres, hein, on est bien d'accord qu'il n'y a cette année toujours pas d'obligation là sur cette fourchette de puissance de chaufferie. On est bien sur des recommandations. Hem, Après sur, l'exclusion des électrofiltres, internes intégrés, je ne saurais pas répondre, mais je rappelle que c'est un critère qui a été établi avec le syndicat, des chaudiéristes biomasse. Donc voilà, je ne sais pas si côté ADEME, vous avez plus d'infos sur pourquoi les électrofiltres sont intégrés, sont exclus. On avait déjà eu, beaucoup d'échanges sur le sujet l'année dernière et je crois qu'on n'avait pas vraiment de réponse. Non, pas de réponse donc. Sur la même gamme de puissance, les filtres cycloniques sont-ils obligatoires? Donc non, non, pas d'obligation sur, les filtres cycloniques non plus. Mylène? Donc là oui. Oui, Ah, excuse-moi, j'avais tu des problèmes avais de ton micro. micro. Ouais. En fait, ils sont pas exclus, c'est-à-dire que, en fait, si on est sur des systèmes de filtres électrostatiques internes, on rentre dans la catégorie, tout en haut, là, test laboratoire. Ça veut dire qu'il faut faire un test en laboratoire avec l'équipement chaudière plus système de filtration. Oui, OK, donc ça veut dire qu'en fait, ces équipements-là, peuvent de base permettre de cocher la 1re case et donc Ou voir la éviter deuxième. d'avoir voir la deuxième. OK, oui, C'est ça oui, oui, c'est et vrai. je pense que pour moi, pourquoi ils sont écartés là de la troisième, c'est qu'en fait, on n'a pas les mêmes niveaux de performance, qui sont, mesurés, en fait, en site pour l'instant, mais du coup, on l'écarte pas totalement. On laisse la possibilité, en fait, Mmh. voilà, de le prouver et du coup, de soit faire des tests en laboratoire avec des niveaux de performance. Alors 34, c'est bien en dessous du 50, mais c'est parce qu'on a un écart entre ce qui est mesuré entre le laboratoire et le fonctionnement réel. Donc, soit c'est de le tester en laboratoire avec des niveaux encore plus bas, soit de se dire, bah, on va le tester enfin, on va faire le test sur site, mais voilà, avec le niveau qui est indiqué. OK. Donc je crois d'ailleurs que c'est ce qu'on avait dit l'année dernière que, c'était voilà, aux fournisseurs, aux équipementiers de justifier de la performance, de ces filtres-là au final et donc si c'est bien le cas, ils permettront du coup de cocher les 1res cases et donc de pas avoir besoin d'ajouter un filtre, supplémentaire si les 2 premiers critères sont bien vérifiés. Merci Aurélie pour cette précision. Je suis arrivée à la fin des questions. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets? Alors, juste pour revenir là sur les ratios, hem, toujours pareil en fait, hein, ces remontées que vous nous faites, c'est pour ça que l'ADEME passe toujours par un 1er niveau, une première année en recommandation et à titre indicatif parce que ça permet d'avoir des retours et donc de peaufiner, de préciser certaines choses. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des remontées comme Gaëlla a pu le faire, sur les établissements, de santé. Ça permettra d'améliorer les choses comme ça a pu être le cas, notamment sur les filtres, par rapport à ce qui avait été proposé, l'année dernière. Antoine, je veux bien que soient testées in situ les futures chaufferies de la Quadcom avec une gestion d'une plaquette premium. Eh bien, je pense que c'est noté, pour, l'ADEME, si on peut faire des tests directement, sur les installations, puisqu'évidemment on a aussi, c'est assez précisé aussi dans les CEF Agir qu'il y a
la diversification qui est incitée d'approvisionnement, avec notamment d'aller un peu sur le bocage, mais de tester du coup l'effet des plaquettes bocagères sur ces questions d'émissions. Donc, on note Antoine ton volontariat. Ensuite, les plafonds de consommation énergétique, les piscines sont-elles comprises dans sport ou autre? Oh, je pense que c'est dans autre, parce que alors c'est purement, mon avis personnel, mais sport, c'est peut-être plutôt les salles de sport et vu la diversité, enfin la variabilité de consommation énergétique entre une salle de sport et une piscine, je pense pas qu'on puisse mettre, dans le même lot, mais à vérifier peut-être, auprès de l'ADEME. On se le note. Et donc vous avez vu là sur cette diapo là, dans tout ce qui est autre, notamment, les serres, il y a un petit astérix, hein, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exigence sur les serres, hein. C'est un secteur, sur lequel il y a des enjeux importants. Donc il y a bien quelque chose de dédié aux serres au niveau de la plateforme Agir, avec, la réalisation d'un diagnostic, pour les serres et d'une étude d'opportunité multimillénaire, sur le sujet des serres. Donc il y a une aide dédiée, à ces projets-là, s'il y en a qui accompagnent des projets de serres. Eh bien, on est arrivé à la fin des questions. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas, parce qu'on est en train de mettre à jour du coup les guides, pour ceux qui les connaissent, qu'on avait publiés l'année dernière, donc qui recensent un petit peu, tout ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui, et en rentrant dans certains détails sur lesquels on ne s'est pas étendu ce matin. Et on y a accolé une FAQ, une foire aux questions, avec, des cas très particuliers qui nous sont remontés, parfois, et qui nécessitent, voilà, des éclairages. Donc voilà, typiquement, la question des piscines pourrait y faire partie quand on aura la réponse. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter ces questionnements, par mail, une fois qu'ils sont traités. Comme ça, nous, on les stocke et ça peut bénéficier, à tout le monde. Et donc, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie, de votre participation. Merci à Lucie et merci à l'ADEME d'avoir, été présents pour répondre, en coulisses, dans le chat. Et Sébastien répond et partage le fait qu'il soit aussi dubitatif que moi, sur la différence entre les salles de sport et les piscines. Donc merci à Et tous. Mylène, Oui, désolé, je coupe la fin, la conclusion, magnifique conclusion, mais c'était je veux juste pas y que arriver. ça me fait penser à un truc. On est en train de travailler sur du coup une évolution de l'outil Excel pour la réalisation d'études d'opportunité, donc l'outil L. Donc, si vous avez des propositions, des suggestions, des choses comme ça, n'hésitez surtout pas à nous les faire remonter. Si vous voyez des bugs, ça peut largement arriver. On a déjà eu pas mal de remontées, donc déjà merci pour ça. Mais si vous avez des nouvelles remontées à faire, faut pas hésiter. On va essayer aussi, on a encore laissé ce travail en suspens, mais il faut qu'on travaille sur un petit tuto. Puisque la dernière fois on avait fait ça en matinale et ça n'avait pas fonctionné, donc il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on vous aura ça. Donc voilà, il y a un travail à faire aussi sur, voilà, sur l'Excel pour la réalisation d'études d'opportunité. Bois. Voilà, donc si jamais vous avez des suggestions, on est vraiment ouvert et on serait content d'avoir de vos retours. Donc cette, intervention concerne principalement donc les relais. C'est Oui, peut-être comme des il y a bureaux beaucoup de d'études relais. qui ne Ouais. savent Mm. absolument pas de quoi parle Oui. Antonin. Ne soyez pas surpris. Merci à tous pour votre participation, et donc il y aura le replay, qui vous sera transmis, et les guides dès que la mise à jour sera terminée. Je vous remercie, de votre participation. À bientôt.